Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 9e édition du festival L'Histoire à venir du 14 au 17 mai 2026 autour de la thématique Feu. La séance s'ouvrait avec une lecture proposée par un ou une libraire d'Ombre Blanche en lien avec la thématique de la table ronde. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Waouh. Alors on est vraiment nombreuses. Alors désolé de ne pas pouvoir vous fournir en chaise, mais on est submergé cette année. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et en même temps, je dois vous prévenir. En fait, il y a des œuvres d'art sur les côtés. Il faut juste, dans la mesure du possible, faire attention à pas trop les toucher, les faire tomber. Voilà. Je sais que c'est compliqué. Voilà. Alors voilà, merci en tout cas d'être venus aussi nombreuses évidemment. Avant de donner la parole à nos deux intervenants, et en particulier Jérôme Bachet aujourd'hui, on aime proposer à la librairie un extrait, une lecture avant nos rencontres. Et cette fois-ci, c'est Lila qui est libraire au rayon sciences humaines qui va nous faire une lecture de Volodine. Donc Lila, je te laisse à la lecture. Je vais vous lire un extrait de Vivre dans le feu de Volodine qui est paru au Seuil. Mes premières leçons de feu n'ont pas été concluantes pour moi. Et pour mes instructrices, elles ont été désastreuses. Je dis mes instructrices, mais j'ai aussi bénéficié de l'enseignement d'un homme, de l'oncle Slutov, que je n'oublie pas, paix à ses cendres. C'est même avec lui que s'est déroulée la toute première séance pratique. Oncle Slutov m'apprenait à rester assis dans le feu. C'est le plus facile. On n'a rien de spécial à faire, tout se passe dans la tête. La position assise est plus gérable que la position allongée qui favorise les mauvaises pensées, qui pousse à s'imaginer qu'on est déjà mort ou qu'on est entré dans un très, très mauvais rêve. Quand on est couché, entouré de flammes, on n'a que deux envies, se lever d'un bond et hurler. Et très vite, une troisième envie prend le relais, quel que soit le risque de brûlure, décamper au plus vite. C'est fatal. Tandis que sur un siège, chaise ou fauteuil inifugé, au centre du feu, on reste tranquille, même si on n'en est qu'à la première expérience concrète de l'apprentissage. Même, disait l'oncle Slutov, même quand un siège n'est pas vraiment incombustible et que ça commence à fumer et à flamber. À ce niveau de pratique, je n'avais donc rien à faire. Oncle Slutov m'avait installé. Il m'avait ordonné de ne pas descendre, quoi qu'il arrive, de demeurer sagement à ma place. Avant de s'éloigner, il m'avait caressé le haut du crâne en m'obligeant à répéter les instructions que j'avais déjà ânonnées des dizaines de fois. Puis, il avait reculé de 20 mètres peut-être, et l'espace s'était embrasé. Le compte des secondes et des minutes n'a aucun rapport si on compare le temps hors du feu et à l'intérieur du feu. Oncle Slutov m'avait averti que la durée de mon séjour sur la chaise me paraîtrait longue, près d'un quart d'heure, tandis que sur l'horloge du monde réel, l'aiguille ne bougerait pas. Une seule fraction infinitésimale de microsecondes s'écoulerait. Par ailleurs, m'assurait-il, je ne serais pas visitée par l'idée de danger, par la crainte de me transformer en torche et d'être soudain enveloppée par une douleur atroce. Si jamais elle venait à s'immiscer jusqu'à moi, ces idées, ces craintes, il faudrait que je les balaie avec toute la violence mentale qu'on m'avait appris à déployer au cours préparatoire. Il fallait que d'un bout à l'autre de la séance, je sois habitée, imprégnée jusqu'à la moelle des os par la certitude de la survie, avec, comme récompense profonde, la grande joie que survivre représente. De l'autre côté d'un rideau jaune qui ne cessait de se tordre et de se détordre, à peine discernable derrière la flambée grondante, oncle Slutov se tenait debout. Il fixait son attention sur moi, un peu penché vers l'avant, les mains sur les hanches, les jambes pliées, dans la même attitude qu'un gardien de but avant un penalty. Il ne perdait pas un instant, il se concentrait. Je suppose que tout allait bien pour moi, et aussi qu'il mesurait mentalement la durée de mon exposition aux flammes. Le feu m'entourait sans me boucher complètement la vue. Les torches qui tissaient le rideau jaune laissaient passer cette image de mon instructeur qui parfois semblait danser alors qu'il était immobile.
Le reste de l'espace était vide et infini, sans voûte ni horizon, du moins si on essayait d'imaginer l'au-delà des taches ronflantes, changeantes en lente explosion d'or et d'orange. Aucun repère n'existait, sinon la silhouette d'oncle Slutov et la sensation de mon corps collé à une chaise trop chaude. Rien, nulle part, sinon les flammes et le feu du monde du feu. Merci beaucoup Lila pour cette lecture de Volodine. Alors avant de commencer la rencontre, je voulais d'abord présenter peut-être et remercier Jérôme Bachet de sa présence ici à la librairie dans le cadre du festival et dire un mot sur l'animation du jour. Stefano Ugolini donc, est chercheur en sciences économiques à Sciences Po Toulouse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à discuter, à dialoguer avec Jérôme Bachet donc autour de ce livre aux éditions La Découverte, Monde post-capitaliste. Voilà, sur ce, je vous laisse à la rencontre. Merci beaucoup et belle rencontre. Bon, d'abord, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir pour cette rencontre. On est très honnêtement impressionnés en fait par votre présence, votre réponse massive. Donc, en fait, je vais très brièvement vous présenter donc l'auteur donc qu'on a la chance d'avoir ici, donc Jérôme Bachet. Donc, si je dis des bêtises, tu me corrigeras, bien sûr. Donc, il est natif d'Avignon. Villeneuve-les-Avignon, pardon. Donc, aux proximités de la ville des Papes. Donc, il a été élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui est aujourd'hui immigré à Lyon. Donc, il a soutenu en 1989 une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, sous la direction de rien moins que Jacques Legoff, une thèse sur l'évolution de représentation des au-delà au cours du Moyen-Âge. Il a ensuite été recruté maître des conférences en histoire, anthropologie, toujours à l'EHESS, et il a publié très largement sur l'histoire et l'iconographie médiévale. Peut-être l'ouvrage qui est le plus connu, c'est la synthèse de la civilisation féodale, publiée en 2004. Et après, depuis le milieu des années 1990, Jérôme avait commencé à vivre une partie de l'année enseigné au Mexique, à l'université autonome de Chiapas, où il s'intéressait de plus en plus aux expériences de gouvernance du mouvement zapatiste. Donc il y a une sorte de bifurcation, si je peux utiliser ces mots, un peu dans les parcours intellectuels de Jérôme. À partir de ce moment-là, effectivement, il a commencé à s'intéresser de plus en plus à la question de l'historicité du capitalisme et de son possible dépassement. Donc il a publié en 2014 un ouvrage qui s'appelle Adieu au capitalisme, qui marque un peu donc ses parcours. Peut-être l'essai publié en 2018 qui s'appelle Défaire la tyrannie du présent, et c'est lui qui est plus que d'autres les traits d'union un peu entre ces deux étapes du parcours intellectuel de Jérôme. Donc avec la collaboration de Laurent Jean-Pierre, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Jérôme Bachet vient de diriger donc les volumes intitulés Au monde post-capitaliste, qui est paru au mois de février dernier à La Découverte. Donc c'est autour de cet ouvrage donc qu'on va discuter ce soir. Donc comme vous le voyez, Monde post-capitaliste, c'est un sacré pavé, on peut dire. Se présente comme une encyclopédie des possibles. Mais je vous rassure, en fait, si vous êtes intéressé, il n'a pas les prix du tout. Il n'a pas du tout les prix d'une encyclopédie. Il a un prix assez abordable, on va dire. Donc, dans cette encyclopédie des possibles, il y a pas moins que, moi j'ai compté 75 auteurs différents, pour la plupart des chercheurs issus de différentes disciplines. Donc il y a des historiens, des politistes, philosophes, sociologues, anthropologues, géographes, psychologues, etc. Mais aussi il y a des
simples entre guillemets, militants, qui ont contribué à cet ouvrage. Donc tous ces 75 auteurs, effectivement, sont appelés à préfigurer les multiples dimensions d'un futur marqué par le dépassement du capitalisme. Donc les points de départ de l'ouvrage, c'est un peu la critique donc, de la vision finaliste de l'histoire, comme quoi effectivement le capitalisme serait une sorte d'inévitable produit d'une sélection naturelle qui aurait éliminé tous les autres concurrents possibles. Donc une fois réfutée cette vision un peu darwiniste de l'histoire, et donc la thèse de la supériorité intrinsèque du capitalisme, donc les auteurs s'attellent à une mission qui est très ambitieuse, apporter des briques différentes à l'édifice d'une nouvelle civilisation post-capitaliste. Donc chacune de ces briques concerne un aspect différent de cette possible civilisation post-capitaliste. Donc il y a plusieurs aspects qui concernent l'économie, la politique, l'environnement, les rapports sociaux, les droits, mais aussi l'environnement, l'éthique, la psychologie, la philosophie, etc. Donc les volumes regorgent de points de vue différents et plein d'idées passionnantes. Et donc c'est de ça qu'on va pouvoir parler un peu ce soir. Donc tout d'abord, comment l'idée de cet ouvrage si particulier vous est venue à l'origine ? Alors tout d'abord, un très grand merci au festival et à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir aujourd'hui. Merci à toutes et tous de votre présence. Et merci Stéphano pour la préparation de cette rencontre et pour cette présentation. Alors, pour répondre à cette première question, je dirais qu'effectivement, ça s'inscrit dans une démarche qui n'a pas commencé avec ce livre, mais avec des ouvrages antérieurs, Adieu au capitalisme, qui vient d'être mentionné, pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne Laurent Jean-Pierre, la perspective du possible, qui posait aussi des jalons pour cette réflexion et cette démarche d'anticipation de possibles post-capitalistes. Je précise d'ailleurs, donc j'insiste sur le fait que ce livre a été co-dirigé à la fois par Laurent Jean-Pierre et par moi, donc parfois je vais dire « je » ce soir, mais vous pourrez comprendre tout aussi bien un « nous » derrière ce jeu. Et donc ce que l'on a, la démarche de ce livre, en fait, c'est effectivement d'entraîner tous les auteurs et les autrices qui ont accepté notre invitation à participer à ce livre, à cet exercice d'anticipation de ce que pourraient être des mondes, des manières de vivre, des manières collectives de s'organiser dans des sociétés qui seraient débarrassées du capitalisme. On pourrait discuter beaucoup sur la manière de concevoir cet exercice d'anticipation. Là, je dirais simplement que je dis anticipation. Il ne s'agit pas de comprendre, en l'occurrence, un exercice d'imagination libre, qui est parfaitement respectable et qui est absolument important et que nous apprécions à sa juste valeur, évidemment, qui d'ailleurs est présent aussi en partie dans le livre, qui est celui en fait de l'anticipation littéraire, que ce soit la science-fiction ou d'autres genres de création littéraire qui peuvent exister. Donc nous, la proposition et le travail dans ce livre, c'est plutôt un exercice qui tient à ce que l'on a appelé un exercice de figuration raisonnée, c'est-à-dire qui essaye d'apporter de l'argumentation en s'ancrant dans la réalité, en s'ancrant dans l'analyse du réel, qu'il s'agisse de la critique du présent capitaliste, qu'il s'agisse de la prise en compte des expériences alternatives qui, dès aujourd'hui, qui dans notre présent, s'essayent à expérimenter d'autres manières de vivre, et puis aussi la connaissance des expériences historiques de l'humanité à travers l'histoire. Voilà. Et donc cet exercice de raisonner, nous considérons qu'il est pertinent de le mener notamment dans le domaine de la recherche, en particulier dans les sciences sociales, pas forcément uniquement dans les sciences sociales, dans l'ensemble des domaines de la recherche scientifique de manière plus générale. Et il nous semble que un des objectifs du livre, c'est de contribuer en fait à un mouvement qu'évidemment on ne prétend pas du tout inventer ou initier avec ce livre, mais qu'on aimerait contribuer à amplifier,
et qui tient en fait à la multiplication en fait des chercheurs qui aujourd'hui à travers le monde mettent au cœur de leur réflexion cette question du post-capitalisme. Alors parfois avec ce terme-là ou parfois avec d'autres termes, le terme importe relativement peu, et donc des groupes de recherche, des formations aussi qui prennent cette question comme enjeu. Donc il nous semble qu'on essaye de s'inscrire dans ce mouvement qui fait du post-capitalisme un objet de réflexion collective et un objet de recherche, y compris dans le domaine des sciences sociales. Alors, pourquoi ? Pas uniquement pour... alors c'est un exercice intellectuel, on peut dire, mais évidemment, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel. Il nous semble que poser cette question de possible post-capitaliste, c'est, nous semble-t-il, un enjeu vital par rapport aux dynamiques désastreuses, mortifères. On peut utiliser tout un tas d'adjectifs et les multiplier un peu à l'infini. Des dynamiques donc du monde présent qui nous entraînent vers l'augmentation des inégalités, vers la montée des néofascismes, vers la crise écologique, climatique, vers les guerres, etc. La liste, là aussi, peut être allongée assez amplement. Et donc, face à cet état, à ce diagnostic critique du présent, il nous semble qu'il est important, effectivement, de montrer que d'autres possibles sont pensables, envisageables et même semblerait-il, si on lit ces textes, et d'autres bien sûr, ce n'est pas les seules inspirations possibles, désirables. Et pourquoi, quel est l'effet en fait de cet exercice d'anticipation ? Il nous semble qu'il permet d'amplifier, d'ouvrir les imaginaires politiques. Il permet peut-être, et c'est en tout cas l'intention, d'apporter un surcroît d'énergie aux luttes qui existent évidemment et qui ne vont pas cesser d'exister pour essayer de transformer la réalité. Et puis aussi peut-être dans cet exercice du possible, il y a aussi l'intention ou la possibilité de fragiliser en fait l'état de fait présent, parce que la domination présente et le monde tel qu'il va, il repose aussi sur l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, c'est la fameuse phrase attribuée à Margaret Thatcher, qu'il n'y a pas d'autre possible et que nous sommes condamnés à ce monde tel qu'il est, parce que c'est inscrit dans la nécessité historique, parce que c'est inscrit dans la nature humaine. On peut trouver tout un tas de justifications, et donc montrer ces possibles pensables et désirables, donc c'est une tentative pour contribuer à fragiliser cette évidence en fait du réel tel qu'il se donne à nous aujourd'hui. Donc votre ouvrage se conçoit comme un anti-dictionnaire, vous dites. Est-ce que vous pouvez expliquer au public qu'est-ce que vous entendez par cela, et est-ce que vous attendez que les lecteurs les lisent en entier ou lemme par lemme? Alors, première réponse, nous sommes partisans de la liberté des lecteurs et lectrices, donc si jamais vous vous engagez dans la lecture de ce livre, vous pouvez faire absolument comme vous souhaitez. Commencer par où vous voulez, par le début, par la fin, par le milieu, et puis circuler dans n'importe quel ordre. Alors, le livre, il est composé, en effet, comme tu l'as rappelé, de 72 entrées, qui chacune traite d'un thème, d'un concept, d'un aspect d'organisation collective. Par exemple, des questions comme celle de la production, donc des questions qui ne sont pas des petites questions, la question de l'énergie, la question des techniques, la question des sciences, la question de l'éducation, etc., etc. Je pourrais lire toute la table des matières. Et bon, dans toutes ces contributions, on aurait pu les disposer dans un ordre purement alphabétique. Et puis finalement, on a décidé de les organiser par blocs thématiques pour faciliter peut-être une modalité de lecture. Alors, ce n'est pas exactement des parties, parce que construire des parties pour des mondes qui n'existent pas encore, c'est compliqué, parce que ça donnerait l'impression qu'on a déjà une espèce de structuration d'ensemble, comme si quand on fait le plan d'un livre, ça donne l'impression qu'on est en train de faire le plan de la société future dont on est en train de parler. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble problématique, même dangereux. Donc, il y avait la volonté de ne pas faire un plan. Et donc, simplement, on a regroupé ces textes parce qu'il y a quand même des blocs ou des ensembles de textes qui se répondent davantage que d'autres, même s'il y a évidemment aussi des passerelles et des renvois très nombreux entre les différents textes. Donc voilà, il est composé de cette manière-là,
Alors, on peut, si on a envie, si on s'intéresse particulièrement à une dimension, par exemple, il y a une partie effectivement qui s'appelle des mondes plus qu'humains, qu'on va dire, qui aborde des dimensions plus écologiques, et donc où il y a une dizaine de textes, on peut lire tous ces textes à la file si on a envie. Mais encore une fois, les lecteurs, les lectrices peuvent lire ce livre absolument dans l'ordre que chacun d'entre eux ou d'entre elles souhaite au gré des intérêts, et des inspirations et des envies du moment. Voilà. Et sans vouloir limiter non plus l'horizon des possibles, quels sont les lecteurs cibles, c'est-à-dire les lecteurs que vous aviez vraiment à l'esprit lorsque vous avez conçu cet ouvrage? Alors, je ne sais pas si je vais considérer les lecteurs et les lectrices que peut-être certains d'entre vous pourraient éventuellement être, si vous partez satisfait de cette rencontre, comme des cibles. C'est pas exactement la perspective qu'on s'est donnée. Je dirais peut-être simplement qu'on espère que des lecteurs et des lectrices nous feront le cadeau d'ouvrir ce livre et d'avoir envie de le lire. Alors, bon, évidemment, on a quand même un peu une idée quand on écrit un livre, quand on construit un livre collectif de, effectivement, plus ou moins à qui il s'adresse. Alors, évidemment, le plus de monde possible. Pour les raisons que j'ai déjà dites, on souhaite que ce livre soit lu par des universitaires, par des chercheurs, par des gens qui travaillent dans les domaines dont j'ai dit que c'est là en partie où on souhaiterait que ces échanges et ces réflexions collectives se développent comme un aspect, comme une dimension en fait, comme un objet de recherche, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la première dimension. On pense évidemment à toutes celles et ceux qui participent ou qui participent à ces expériences alternatives qu'on peut appeler de mille manières, utopie réelle, disent certains, en tout cas des lieux, des espaces collectifs où essayent de se construire d'autres manières d'organiser la vie collective et individuelle, et qui sont... alors est-ce que le livre peut les intéresser? En fait, je dirais plutôt que c'est à l'inverse. En fait, c'est plutôt nous qui avons tiré profit, si je puis dire, j'aime pas trop ce mot-là évidemment, mais ou disons trouver intérêt ou trouver un support à la réflexion dans ces expériences. Par exemple, l'expérience zapatiste qui m'intéresse tout particulièrement. Mais peut-être que voilà, on aimerait que celles et ceux qui participent à ces expériences puissent se tourner vers ce livre et éventuellement y trouver matière à réflexion pour elles et pour eux. C'est une éventualité, je n'en sais rien. Et puis je dirais que plus largement, le livre s'adresse dans notre idée initiale, évidemment, à tous ceux qui sont critiques, à toutes celles et ceux qui sont critiques de l'état présent du monde, qui font le diagnostic de l'état du monde et des pentes plutôt négatives sur lesquelles il nous entraîne, qui peuvent se dire éventuellement anticapitalistes, par exemple. Et là, sur ce point, je peux ajouter qu'un des projets du livre, une des intentions du livre, en fait, c'est de faire un pas en fait de l'anticapitalisme, donc de la critique du capitalisme ou de la lutte contre le capitalisme à cette proposition post-capitaliste. Alors, je dis un pas vers, ça ne veut pas dire substituer l'un à l'autre, ça n'aurait aucun sens de dire qu'il faut abandonner l'anticapitalisme pour simplement se projeter dans le post-capitalisme. Simplement, notre idée est que l'anticapitalisme qui se priverait en fait de cette possibilité d'anticipation et donc de l'effort pour penser ce que pourraient être des modes de vie post-capitalistes, eh bien, il se prive de quelque chose. Et donc, l'idée, c'est que l'anticapitalisme est plus riche avec cette dimension post-capitaliste à laquelle on essaye de contribuer. Comment avez-vous établi la liste des contributeurs ? Alors, on a d'abord commencé par établir la table des matières, donc le choix en fait des thèmes et des entrées, des concepts qu'on souhaitait voir développés dans le livre, ce qui a été une première étape assez longue et compliquée, et beaucoup de discussions entre Laurent Jean-Pierre et moi pour arriver à cette table des matières, et ensuite, effectivement, le choix des auteurs et des autrices. Avec, je dirais, deux critères principaux. Le premier, c'est une compétence reconnue dans le domaine dont il est question. Pour écrire un texte sur les transports post-capitalistes, il faut avoir
soit même réfléchi sur les transports, peut-être même l'histoire des transports. C'est le cas de l'auteur du texte en question, Arnaud Passalagua, qui est un historien des transports, par exemple. Mais aussi, deuxième critère, et évidemment essentiel, une capacité, l'idée que nous nous faisions que cet auteur ou cette autrice accepte en fait cette démarche de projection post-capitaliste. Alors parfois c'était évident parce qu'on peut connaître le profil politique ou les engagements de cette personne. Parfois ça l'était moins. Et donc on a essayé là d'entraîner les auteurs et les autrices vers cet exercice de projection post-capitaliste qui pour certains n'était pas forcément complètement intégré à leur démarche habituelle. On a un peu forcé, alors je ne dirais pas qu'on a torturé les auteurs et les autrices, mais on petit à petit, dans le travail d'écriture, qui a souvent été assez long avec un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, parce que évidemment c'est plus facile, surtout pour les chercheurs en sciences sociales, de discuter de l'existant, soit historique, soit au présent, que de faire cet exercice d'anticipation et de réflexion sur des mondes qui évidemment n'existent pas encore. C'est quand même une des caractéristiques évidentes du post-capitalisme, qui malheureusement n'existe pas. S'il existait au présent, ça serait plus facile, mais malheureusement il faut bien constater que ça n'est pas le cas. Donc voilà, on a essayé d'entraîner les auteurs le plus possible dans cette direction. Et au total, effectivement, tu l'as mentionné déjà, il y a une très grande diversité d'auteurs et d'autrices qui viennent des 5 continents, alors pas avec un équilibre absolu entre les 5 continents malheureusement, mais au moins de différents pays des 5 continents et des profils assez variés, une majorité effectivement de chercheurs, principalement en sciences sociales, en philosophie, mais pas seulement, 2 juristes, un physicien et un chimiste qui appartiennent d'ailleurs à un laboratoire du CNRS de Toulouse, qui ont contribué et qui ont rédigé le texte sur les métaux dans ce livre, mais aussi effectivement des activistes, des militants, aussi bien en France qu'en Inde ou au Japon par exemple, et puis des gens qui sont dans les pratiques, artisans, médecins, thérapeutes, psychanalystes, paysans, et même un marin qui a aussi contribué à un texte sur le transport à voile. Voilà. Je pense qu'on peut dire que dans la littérature existante, il y a plusieurs dizaines de définitions possibles de ce qu'est le post-capitalisme. Donc, je souhaiterais te demander quelle est votre définition à vous de post-capitalisme et comment elle se rapporte aux autres définitions qui ont été proposées. Là, il y a une première remarque, si je peux me permettre. En fait, dans la démarche de ce livre, on ne peut pas donner une définition parce que, en tout cas de manière simple, parce qu'on pense qu'il n'existe pas quelque chose qu'on pourrait appeler le post-capitalisme. Et ça, pour nous, c'est un élément très important, et il figure d'ailleurs dans le titre du livre. Le titre du livre, c'est « Monde post-capitaliste » au pluriel. Et donc, un des points de départ de notre réflexion, ça consiste à dire il n'y a pas une manière de sortir du capitalisme, il n'y a pas une seule manière de penser quelque chose qui serait justement le post-capitalisme, ce qui a été historiquement le cas des conceptions historiques du post-capitalisme, parce qu'évidemment cette question du post-capitalisme, il faut rappeler qu'elle n'est pas nouvelle, on ne prétend pas l'inventer, ça serait absolument ridicule, et il y a une tradition historique qui prend d'autres noms, qui n'utilise pas ce terme, qui utilise le terme socialisme, communisme, anarchisme, etc., depuis le 19e siècle, depuis le début du capitalisme, évidemment. Mais qui, pour la plupart, ont pensé de manière dominante, en fait, l'après du capitalisme sous la modalité de l'universalisme, qui venait d'ailleurs du capitalisme lui-même, de la modernité, des Lumières, etc., avec donc une direction qui devait être celle qu'allait suivre dans cette lutte pour l'émancipation l'humanité tout entière. Et bon, évidemment, ce type de point de vue est difficile à soutenir aujourd'hui, et ça n'est pas notre point de vue, et donc il faut faire place absolument à cette idée d'une multiplicité des mondes post-capitalistes, et donc ça veut dire réellement une multiplicité des manières de vivre, de s'organiser, avec des principes en grande partie différents dans ces mondes, s'ils existent un jour, au-delà
au-delà du capitalisme. Alors, si je donne seulement cette réponse, tu vas protester que je m'emploie à ne pas répondre à la question. Alors, et malgré tout, on peut quand même donner... Alors, pourquoi est-ce que je peux maintenant essayer de donner quand même quelque chose qui alors, ce n'est pas une définition du post-capitalisme, mais si tous ces mondes, même dans leur diversité, peuvent tous... être désignés par cette expression de monde post-capitaliste, c'est bien parce qu'ils ont quand même quelque chose en commun. Et il faut au moins qu'ils aient en commun le fait de s'être affranchis des formes d'organisation constitutives du capitalisme. Et donc ça leur donne au moins un point commun. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que... alors je fais un effort, c'est pas exactement... Là, c'est un peu une réflexion qu'on déploie après le livre, en fait, Laurent et moi. Parce qu'évidemment, on nous pose cette question assez souvent. Mais le livre ne propose même pas cette définition en fait, unifiée du post-capitalisme. Cela dit, pour la raison que je viens de dire, on pourrait dire que alors si le capitalisme, en fait, son noyau, c'est le fait que la production passe sous l'emprise du capital, c'est-à-dire que la production est pour une part essentielle déterminée en fait par les impératifs même du capital, qui sont en fait simplement l'accumulation du capital. Eh bien, les mondes post-capitalistes se définissent d'abord par le fait de rompre en fait cette tyrannie de l'économie, ou cette tyrannie qui tient à la soumission en fait de la production à ces exigences du capital, qui sont en fait la cause de ces principes de cette réalité, de cette dynamique en fait à la fois productiviste et extractiviste du capitalisme, avec toutes les conséquences à la fois en termes de santé humaine et en termes écologiques et de changement climatique, qui sont un des aspects centraux en fait des problématiques que l'on doit affronter aujourd'hui. Et donc, si la production cesse d'être soumise à cet impératif, à ces impératifs de l'accumulation du capital, eh bien, ça ouvre la possibilité que la production, en fait, soit simplement associée au désir des habitants de la Terre que nous sommes, d'avoir le choix, en fait, de déterminer collectivement, d'autodéterminer collectivement leur choix de vivre, c'est-à-dire simplement la manière dont on souhaite vivre, et de déterminer en conséquence les choix productifs qui sont nécessaires pour assurer ces manières de vivre qui ont été déterminées collectivement et évidemment aussi démocratiquement. Et donc finalement, le point commun, ça serait le fait que la production n'a pas d'autre but que la reproduction de la vie, c'est-à-dire, on peut le souhaiter, on peut l'imaginer, la reproduction d'une vie bonne pour toutes et tous, évidemment dans le respect de la régénération des milieux de vie, régénération qui est la condition même de la possibilité de cette vie bonne de tous les êtres humains sur Terre. Donc voilà, ça c'est un premier élément qui touche au noyau, à l'inverse. C'est simplement l'inversion en fait de ce qu'on peut identifier comme le noyau même du capitalisme. Mais évidemment, le capitalisme c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et il n'y a pas seulement cette sphère productive, il y a tout l'ensemble des institutions qui permettent en fait de reproduire le monde où ce système est possible. Et ça passe par l'État, ça passe par l'ensemble des sphères de la reproduction sociale, dans laquelle l'État évidemment joue un rôle important, à la fois pour reproduire en fait le fonctionnement, au départ simplement la mise en place en fait de l'économie capitaliste et sa reproduction ensuite, et la reproduction de la société dans laquelle ce monde peut fonctionner. C'est-à-dire qu'au final, il faut ajouter que le post-capitalisme, c'est aussi, ça ne peut pas être que des enjeux productifs ou que des enjeux économiques, puisque si le capitalisme est non seulement un système économique, mais finalement une civilisation qui transforme radicalement tous les aspects de la vie humaine et également aussi la planète Terre dans son ensemble,
eh bien, le post-capitalisme aussi doit aborder tous ces aspects de l'existence humaine, et c'est pourquoi les contributions du livre abordent des thématiques extrêmement variées et pas du tout uniquement sur les questions de production et d'économie. Et au final, du coup, le post-capitalisme doit aussi être, on peut le dire comme ça, une révolution anthropologique, une transformation radicale des conceptions même de l'existence humaine ou des rapports entre les êtres humains et la part non humaine des mondes vivants et de la planète Terre, donc qui suppose des réflexions sur les ontologies post-capitalistes ou post-naturalistes. Il y a un texte de Philippe Descola qui aborde cette question, et puis il y a tout un ensemble d'autres contributions qui engagent en fait toutes ces réflexions. Donc on l'a dit, il y a toute une panoplie effectivement de points de vue différents qui sont offerts par tous ces auteurs. Si tu devais en choisir juste une pour donner envie à notre public de lire ces bouquins, quelle est celle qui te paraît la plus originale? Alors là, ça serait trop difficile, donc je vais aussi biaiser dans la réponse. Je ne vais pas décerner la palme d'or du meilleur texte ou du texte le plus intéressant, parce que tout simplement, justement, enfin, d'après ce que je viens de dire, l'intérêt de ce travail est lié au nombre de contributions d'auteurs et d'autrices, de points de vue et d'horizons très différents. C'est justement le croisement en fait de toutes ces approches. Et donc la richesse, elle vient plutôt de cet entrecroisement. Alors, parfois, on est effectivement du côté de questions très concrètes, très, très liées à la production, comme je viens de le faire. Il y a aussi des dimensions de concepts des concepts qui ne sont pas absolument originaux du livre. Hein. Le livre, encore une fois, ne prétend pas à une originalité absolue. Dans les concepts qui paraissent centraux pour penser les mondes post-capitalistes, il y a le concept de commun. Je signale quand même, alors je ne fais pas un palmarès, mais l'auteur de ce texte commun, c'est Pierre Sauvêtre, qui, à mon avis, livre quand même une espèce de synthèse en fait, de toute la littérature sur la question du commun ou des communs, qui est extrêmement abondante depuis une vingtaine d'années, et donc dans une synthèse qui dégage en fait une manière originale de penser le commun comme un principe potentiellement essentiel pour penser des mondes post-capitalistes. Le concept de cosmopolitique qui est exposé ici par l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, qui est une manière de penser, en fait, tout simplement, le mot est compliqué, mais c'est simplement une manière de penser une politique qui ne soit pas simplement humaine, mais qui associe en fait les humains et les non-humains, entre autres aspects. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le concept je parlais de vie bonne tout à l'heure, alors on peut se référer au bien vivre qui a été au centre des luttes amérindiennes depuis quelques décennies là aussi, et donc là on a une contribution qui s'appelle l'Ekil Kuchlechal, alors ça c'est le nom en langue maya tzotzil, qu'on peut traduire par vie digne ou vie bonne, et qui donc aussi, d'après ce que je disais tout à l'heure, peut être considéré comme effectivement le principe d'organisation collective. Je disais tout à l'heure pourquoi, en fonction de quels critères on décide de produire ou de ne pas produire telle ou telle chose. Simplement, la dimension positive en fait du choix productif, c'est est-ce que ces biens ou ces services qu'on va décider d'organiser collectivement, est-ce qu'ils apportent quelque chose ou est-ce qu'ils sont nécessaires, ou est-ce qu'ils sont pertinents pour favoriser une vie bonne pour toutes et tous, en tenant compte évidemment des inconvénients, notamment écologiques, de chaque décision productive. Et puis, alors pour donner d'autres exemples de textes, justement, je ferai une comparaison, ou plutôt un contraste en fait, entre des textes qui sont vraiment ancrés dans une très forte matérialité. Un texte sur les matériaux, par exemple, qui justement se demande ce que pourrait être un monde post-capitaliste avec des matériaux, évidemment, qui ne sont pas ceux qui sont emblématiques du capitalisme, c'est-à-dire un monde donc, sans béton et sans plastique. Ça devient un peu compliqué quand on essaye d'entrer dans la réflexion, mais c'est ce que font les auteurs de ce texte. Le texte sur les métaux, dont je parlais tout à l'heure,
quelle place pour les métaux, quels usages des métaux, quelle manière de produire les métaux, de recycler les métaux dans des mondes post-capitalistes. Donc c'est des questions extrêmement concrètes. Et puis en même temps, justement, il y a les autres dimensions de l'existence qui sont abordées à travers des textes qui traitent de la question de la mort, de l'amour, de la sexualité, de la famille, des arts. Et là, je mentionne aussi que voilà, un intérêt particulier pour des textes qui, justement, alors tout en respectant en fait l'idée générale que je mentionnais au début, on fait le choix aussi d'intégrer une dimension fictionnelle, narrative, d'anticipation fictionnelle en fait dans les textes. Alors c'est avec deux exemples. Dans l'article sur la santé, qui est dû à Jean-Paul Godilière, qui est un spécialiste des questions de santé, mais qui s'est livré de manière collective et en fait à cet exercice d'imaginer des scènes, des moments, des dilemmes en fait qui pourraient se poser autour des questions de santé dans des mondes post-capitalistes ou en tout cas en transition vers les mondes post-capitalistes. Et puis qui, à partir de ces scènes imaginaires, pose des éléments d'analyse, de réflexion, y compris en ajoutant un matériau historique et d'analyse en fait du capitalisme thérapeutique et de la situation actuelle au regard des questions de santé. Et puis d'autres textes qui font ce choix de l'anticipation fictionnelle de manière plus ample. C'est le texte sur les arts qui est écrit depuis un futur post-capitaliste. Comme on est au festival L'Histoire à venir et comme on a la chance de t'avoir ici, je voudrais quand même venir chercher un peu l'âme de l'historien qui est en toi. Et donc, en fait, je voudrais savoir comment ta formation d'historien médiéviste t'a permis, de ton point de vue, d'avoir un point de vue original par rapport aux autres contributeurs, par exemple, ou d'autres penseurs qui se sont penchés sur la question du dépassement du capitalisme. Alors, réponse peut-être un peu décevante, je ne suis pas sûr de revendiquer une totale originalité et je suis encore moins certain qu'une éventuelle originalité serait liée à mon parcours de médiéviste. J'aurais tendance à penser que l'inspiration de la lutte zapatiste est plus importante pour moi dans la manière de penser l'anticipation post-capitaliste. Cela dit, on peut dire que le travail comme historien médiéviste, et ça vaut aussi en fait pour tous les historiens qui travaillent sur des périodes anciennes, ça vaut d'ailleurs aussi pour les anthropologues, sont habitués, c'est leur métier en fait, à penser des mondes, des sociétés qui sont radicalement différentes de la nôtre, qui sont régies par des principes d'organisation, par des logiques mentales, des logiques anthropologiques, qui sont radicalement différentes des nôtres, ce qui est pas forcément le cas de la même manière pour des historiens du contemporain, par exemple, qui ont une tâche éminemment importante également, mais qui étudient le monde, un monde qui est évidemment qui ne cesse de se transformer, mais qui est construit sur les mêmes bases fondamentales que celui depuis lequel on écrit aujourd'hui l'histoire. Donc c'est une situation un peu différente. Et donc cet exercice des historiens des périodes anciennes et des anthropologues est aussi peut-être simplement une gymnastique aussi qui peut aider en fait à faire cet exercice qui consiste à se projeter pour le coup, alors dans des mondes qui n'existent pas encore, mais des mondes futurs, mais qui eux aussi seront évidemment nécessairement régis par des logiques sociales, des logiques anthropologiques radicalement différentes, même si évidemment en disant ça, il ne faut pas en déduire qu'on pourrait poser un signe d'égalité entre des mondes passés et des mondes futurs. Mais simplement aussi des matériaux quand même de ces sociétés passées entrent en ligne de compte dans cet exercice de raisonnement en fait sur les possibles du passé. Voilà. Et puis un autre élément peut-être qu'on peut ajouter, alors qui n'est pas propre aux médiévistes, c'est quelque chose qui est propre, je pense, à tous les historiens, c'est-à-dire que les historiens, et peut-être pas seulement les historiens évidemment, savent que tous les systèmes sociaux sont des réalités historiques. Et si ce sont des réalités historiques, ça veut dire qu'elles ont un début, un développement et une fin. Et donc le capitalisme lui-même, qui est un système socio-historique, comme les autres, enfin pas comme les autres, mais il en est un aussi, et bien par conséquent, même si lui ou ses porte-voix ou ses militants ne cessent de
faire valoir sa tendance à l'éternité, ou sa prétention à l'éternité plutôt, ou à un moment donné, c'est passé de mode aujourd'hui, mais ça a été le cas dans les années 80-90, qu'il se présentait comme la fin de l'histoire. Eh bien, les historiens sont là pour dire, ben non, normalement, le capitalisme, comme tous les systèmes socio-historiques, a eu un début et devra avoir une fin, et donc, par conséquent, il est mortel. Alors évidemment, on ne sait pas à quelle échéance, ce qui change évidemment les coordonnées de la réflexion pour nous. Et par ailleurs, il y a aussi une autre donnée, c'est que on voit bien qu'une des particularités justement du capitalisme, c'est que dans les dynamiques de sa fin, ou même de son développement tout simplement, il est capable de provoquer une destruction massive des conditions nécessaires à la vie sur Terre pour un grand nombre d'espèces, y compris pour l'espèce humaine. Et donc il est possible, ça n'est pas absolument certain, on peut se rassurer là-dessus, on se rassure un tout petit peu, mais que le capitalisme peut provoquer effectivement la fin de l'humanité, donc la fin de l'histoire, ce qui est évidemment une manière de terminer pour un système socio-historique qui est un peu différente de celle des systèmes socio-historiques antérieurs. Justement, je me permets de rebondir en fait sur cette chose que tu as dit. En fait, est-ce que l'historien contemporanéiste est différent des autres historiens? Là, vraiment, vous avez un point de vue dans ces volumes, vous avez un point de vue très fort, à mon sens. Vous dites que les capitalismes relèvent d'une exception historique qui la distingue radicalement de toutes les autres sociétés. Et il y a introduit une discontinuité majeure dans l'histoire de l'humanité. Donc là, en tant qu'historien contemporanéiste, justement, je me demande, en fait, s'il y a les pièges du finalisme. D'une certaine manière, c'est le même piège dans lequel vous peut-être tombez en même temps. En regardant le passé plus loin, en fait, avant le 19e siècle, je me demande vraiment si ces caractéristiques que vous donnez comme caractéristique marquante du système capitaliste, c'est-à-dire exploitation, domination, destruction du vivant, égoïsme, etc., sont-elles véritablement des caractéristiques qu'on ne retrouverait pas de la même manière dans les systèmes précédents? Alors je tiens très très fort à cette idée de l'exceptionnalité capitaliste. J'entends qu'on puisse ne pas, la mettre en doute, bien sûr, qu'elle puisse susciter des réserves, et qu'on puisse la récuser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, juste dans ce qu'on peut dire là-dessus dans ce livre, le diagnostic d'exceptionnalité, je pense qu'il repose simplement sur un constat comparatif des sociétés existantes, des sociétés passées et des sociétés et du monde capitaliste. Donc il repose exclusivement sur ce constat comparatif. Il ne repose absolument pas sur une considération téléologique sur des dynamiques, sur les finalités des processus historiques. Bon. Alors évidemment, je concède tout à fait, totalement, et je suis absolument d'accord sur le fait que ni l'exploitation, ni l'oppression, ni la destruction de l'environnement, ni tous les éléments que vous avez mentionnés ne sont propres au capitalisme. La société médiévale que j'ai passé des décennies à étudier est une société fondée sur des distinctions sociales, sur des dominations sociales et institutionnelles extrêmement puissantes, etc., etc. Évidemment, on peut faire une liste très longue sur ce point. Donc, c'est pas la caractéristique, l'exceptionnalité, l'idée d'une exceptionnalité du capitalisme, elle ne repose pas sur le fait que ça serait la seule société dans laquelle existe de l'exploitation, de la domination, etc. Donc, à quoi tient cette exceptionnalité ? Alors, l'égoïsme, par exemple. Alors, évidemment, on ne va pas dire que c'est le capitalisme qui a inventé l'égoïsme. L'égoïsme existait, je ne vais pas remonter forcément aux origines de l'humanité, mais il a existé dans un très grand nombre de sociétés, évidemment.
Mais la plupart du temps, il était considéré comme un défaut. Dans la société chrétienne médiévale, par exemple, pour revenir vers ce que j'ai pu étudier, ça relève de l'avarice, par exemple, ou d'autres, ça relève des péchés. Donc ce sont des pratiques qui sont dénoncées comme étant antisociales ou contraires en fait aux exigences de la foi et des croyances valorisées par cette société. Et simplement la particularité avec le capitalisme, je ne sais pas si vous serez d'accord, ou si tu seras d'accord avec ça, mais c'est la première société en fait qui fait de l'égoïsme une vertu, puisque donc la recherche de l'intérêt matériel personnel est considérée comme le moteur fondamental de l'action du sujet rationnel qu'étudie la science économique. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait... alors ça inverse radicalement le principe fondamental de la société médiévale qui était la caritas, qu'on traduit par charité, mais qui est en fait un principe de circulation des biens, des grâces, et donc qui est vraiment l'antithèse absolue des logiques qui vont s'imposer avec le basculement capitaliste et qui font aussi que, par exemple, c'est Polanyi qui a insisté sur la transformation majeure qui se joue avec la suppression des lois sur les pauvres en Angleterre au début du 19e siècle, c'est-à-dire que faire la charité est devenu un acte qu'il faut éliminer de la société parce que, je ne vais pas faire c'était une parenthèse, mais je mentionne cet ancrage historique qui pourrait souligner cette réflexion. Et puis l'élément fondamental de l'exceptionnalité capitaliste, c'est la question de l'anthropocène. C'est le fait que, alors quelles que soient les discussions actuelles des scientifiques sur la datation de l'anthropocène, on peut considérer que cette idée d'un basculement, donc à une date qui n'est pas définie scientifiquement, mais dont on peut considérer que d'une manière ou d'une autre, ce basculement s'est opéré à un moment donné, qui a fait que nous avons basculé dans une nouvelle période géologique, qui n'est plus l'Holocène, et qui est une période géologique caractérisée par le fait que l'espèce humaine est devenue une force géologique comparable au volcan, par exemple, c'est-à-dire capable de transformer le système Terre à une échelle globale. Donc, évidemment, ça c'est une transformation absolument inédite. Qui est la conséquence en fait de l'expansion de la production et de la croissance économique et technologique dans le cadre du monde capitaliste, qui fait que donc l'histoire humaine, pour la première fois, alors évidemment avant, il faut préciser qu'évidemment l'humanité a toujours transformé les écosystèmes qu'elle habitait, donc elle a toujours transformé localement en fait les écosystèmes. Mais là, le caractère inédit de la situation, c'est la capacité de l'espèce humaine à transformer la Terre à une échelle globale. Et évidemment, principalement, c'est la question du réchauffement climatique et toutes les conséquences qui en découlent, qui sont en jeu sur ce plan-là. Donc l'histoire humaine, là, vient percuter pour la première fois l'histoire géologique de la Terre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument inédit, qui est lié aux dynamiques capitalistes et qui est effectivement le problème fondamental devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque potentiel dans la représentation du capitalisme comme un bloc monolithique? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs variétés de capitalisme? Et est-ce que, en fait, il est vraiment légitime de représenter, comme on le fait souvent, les capitalismes comme en fait un système dans lequel la sphère économique serait totalement désencastrée de la sphère politique et sociale par rapport aux autres systèmes précédents? Alors bon, on pose notre diagnostic et notre analyse du système capitaliste principalement dans l'introduction. C'est évidemment un préalable absolument indispensable pour engager cette réflexion sur les mondes post-capitalistes. Mais bon, c'est pas une analyse exhaustive, elle est forcément assez résumée, mais évidemment qu'on ne considère pas du tout, ni Laurent Jean-Pierre ni moi-même, que le système capitaliste serait un système absolument monolithique, et encore moins qu'il serait un système figé. Donc c'est un système éminemment complexe. On peut se référer aux analyses d'Immanuel Wallerstein sur le système monde qui montre comment en fait il y a une différenciation aussi des ensembles géographiques entre centre, périphérie, semi-périphérie, et qui est une manière aussi
donc de différencier des espaces pour faire fonctionner le système capitaliste dans son ensemble. Et puis évidemment, historiquement, il y a des transformations permanentes, il y a une dynamique. C'est un système, c'est certainement le système le plus dynamique de toute l'histoire humaine, et donc évidemment, il n'est fait que de transformations permanentes, et avec des phases d'organisation qui sont extrêmement différentes. On pourrait parler d'une phase keynésiano-fordiste après la Seconde Guerre mondiale, une phase néolibérale depuis les années 70-80, et puis aujourd'hui, les discussions sur est-ce qu'on est encore dans le néolibéralisme, est-ce que c'est la fin du néolibéralisme, est-ce que c'est une autre étape. Bon, donc tout ça montre que c'est évidemment une réalité éminemment changeante. Voilà, avec quand même quelques éléments, quelques caractéristiques fondamentales qui justifient que on parle toujours de système capitaliste, même s'il est dans des phases ou sous des formes différentes. Et bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus. Alors la question du désencastrement de l'économie, c'est une question importante, parce qu'effectivement, on met assez en avant cette question dans notre analyse. Et qui, donc c'est une proposition qui vient de l'œuvre de Karl Polanyi, et donc son livre important, La Grande Transformation. Et donc là, avec l'idée qu'effectivement le capitalisme se caractérise par un désencastrement de la sphère économique qui auparavant était soumis à des règles d'interaction sociale, les jeux des relations interpersonnelles, les jeux de pouvoir, etc. Et donc avec le capitalisme, cette sphère économique acquiert une autonomie, et donc se désencastre, commence à exister par elle-même. Alors là-dessus, on peut dire que évidemment, il faut prendre en compte cette objection ou cette remarque, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de désencastrement de l'économie, ça ne veut pas dire que l'économie se mettrait à fonctionner toute seule. D'abord parce que historiquement, il est très important de saisir toujours l'interrelation entre la sphère économique et les institutions étatiques. C'est clairement, ce sont les États-nations qui ont créé les conditions de formation et de développement des marchés nationaux, qui sont le premier cadre dans lequel historiquement le capitalisme s'est développé, qui ont créé les conditions juridiques de garantie de la propriété, par exemple, qui ont permis au système capitaliste de se développer. Donc la sphère étatique a toujours évidemment été en partie au service de la mise en place de cet essor de l'économie. Donc l'idée en fait de désencastrement de l'économie, c'est simplement, elle continue à être en interaction avec des autres sphères de l'organisation sociale. Elle a besoin de toutes les sphères de la reproduction sociale pour pouvoir fonctionner, évidemment, je le disais tout à l'heure. Mais en même temps, ce désencastrement, c'est le fait qu'elle commence, et je pense en effet que c'est une nouveauté à partir de la fin du XVIIIe siècle, comme ce sont les thèses de Polanyi en l'occurrence, c'est-à-dire qu'elle se constitue en sphère qui est régie par ses propres règles. Et ces propres règles, ce sont précisément celles... Alors, je parle devant un économiste, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais ses propres règles, c'est celles que la science économique, qui naît précisément à la fin du XVIIIe siècle, Keynes, sauf erreur, est le premier à utiliser cette expression de science économique. Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je me risque à l'émettre. En tout cas, de manière générale, la science économique naît à ce moment-là, principalement avec Adam Smith, et donc son enjeu, c'est précisément d'énoncer les règles de fonctionnement de cette sphère, qui sont donc le marché autorégulé, la croissance, la maximisation des profits, etc., etc. Et donc qui légitime en fait cette autonomie, ce fonctionnement et ces règles spécifiques, ce qui, on peut l'argumenter historiquement, n'était pas le cas auparavant. Juste deux dernières questions, rapidement. Et tu as évoqué en fait, les différentes incarnations du capitalisme. Et donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs intellectuels qui ont proposé cette notion de techno-féodalisme pour décrire la toute dernière incarnation du capitalisme. Et en fait, là, je m'attendais à voir quelque chose sur ça, justement, du fait de ton parcours de médiéviste, mais en fait, il y a une référence vraiment qui est très, très brève dans l'introduction, et c'est que cette notion est un peu balayée, donc je voulais savoir un peu plus pourquoi.
Alors, je vais essayer de répondre rapidement parce que je crois qu'on voudrait en arriver au post-capitalisme. C'est une question un peu technique. Alors, il faudrait entrer dans le... C'est une thèse qui est défendue notamment par Cédric Durand, donc il faudrait se livrer à une analyse détaillée, en fait, de l'ouvrage et des propositions de Cédric Durand. C'est pas l'objet là ce soir. Il y a d'excellentes recensions critiques de son livre, par exemple d'Evgeny Morozov. Je peux renvoyer ceux qui s'intéressent à cette question à la fois aux travaux de Cédric Durand et aux critiques qui ont été faites de son livre. Mais les médiévistes. Ah, le médiéviste. Alors le médiéviste va dire, j'avoue que franchement, alors si on me demande en tant que médiéviste, j'ai vraiment pas été convaincu par la manière de caractériser en fait le féodalisme. Parce que c'est une caractérisation à mon sens qui est très vague et qui est assez peu fondée en réalité et qui est presque essentiellement dépréciative. Alors parce qu'évidemment quand on dit ah oh là là les GAFAM, tout ça c'est des seigneurs féodaux, là on se dit oh mais c'est pas bien du tout ça ils doivent être très méchants ces gens-là et en plus ils sont rétrogrades parce que voilà. Alors, je crois qu'on savait déjà qu'ils sont très méchants, sans avoir besoin de la caractérisation comme seigneurs féodaux. On n'a pas besoin de ça pour ça. Et je ne suis pas sûr que le fait de vouloir leur coller une étiquette de quelque chose qui soit rétrograde fait vraiment avancer la réflexion. Alors là, je plaisante un petit peu, je suis désolé. Plus sérieusement, en fait, il faudrait analyser le cœur de la réflexion de Cédric Durand, qui est, mais là, je ne parle plus en tant que médiéviste, je suis désolé, et c'est l'économiste qui devrait répondre. Donc, est-ce qu'il y a des caractéristiques, pour lui, la question, c'est est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques du capitalisme numérique, qui est l'objet de sa recherche, qui serait du côté de l'omniprésence, de la domination en fait, du caractère dominant de la rente et du monopole, et qui seraient donc des caractéristiques différentes qui permettraient de dire qu'on sort des caractéristiques historiques du capitalisme. Moi, je pencherais plutôt pour les arguments qui sont émis parfois par des économistes, je m'y rallie en l'occurrence, pour dire que ces traits, en fait, ont toujours existé dans le capitalisme et qu'en fait, ce qu'on constate... Alors, évidemment, il y a des particularités du capitalisme numérique qui sont le fait que la matière première, c'est pas du charbon qu'on va extraire dans le sous-sol. La matière première, c'est les datas qu'on va extraire de tout un tas de lieux, y compris de nos ordinateurs. Et évidemment, il y a un type de service qui est celui du capitalisme de plateforme, qui est particulier, donc il y a évidemment des particularités, mais les logiques fondamentales restent évidemment capitalistes, enfin évidemment. Dans ces argumentations-là, on peut considérer que c'est effectivement le cas, et du coup il y a aussi peut-être un risque à laisser entendre que, en fait, avec ces tendances qui sont liées au développement des nouvelles technologies, notamment du numérique et puis l'intelligence artificielle, etc., on serait en train de sortir... Le capitalisme sortirait de lui-même, en fait, du capitalisme. Et ça, du coup, c'est un peu problématique parce qu'on peut aussi, on a plutôt un peu l'impression qu'on se trouve plutôt face à quelque chose qui est la radicalisation, l'accentuation des logiques propres au capitalisme plutôt qu'à son dépassement par lui-même. Donc, toute dernière question donc, pour lancer le débat. Les nombreux contributeurs du volume ont globalement des visions assez différentes des leviers qui permettraient d'activer cette grande transformation, pour revenir à Polanyi, vers un système plus désirable et plus en harmonie avec la planète. Et donc, parmi ces leviers, quelles sont les pistes que votre avis en tant que directeur de cet ouvrage, quels sont les leviers, les pistes les plus pertinentes pour lancer cette grande transformation? Alors là aussi, peut-être une réponse un peu décevante, mais rapide pour qu'on arrive à l'échange avec vous. Alors, ça, c'est la question de la transition, en fait. Évidemment, c'est une question que tout le monde se pose. Et nous aussi, on se la pose, bien sûr. C'est comment... Alors, ok, c'est très bien de dire, mais comment on y va? Quels sont les mécanismes, en fait, historiques qui... Alors, je vais vous décevoir. Cette question de la transition, en fait, est sous-traitée dans le livre. C'est une limite. C'est la conséquence, en fait, du fait qu'on a cherché à entraîner les auteurs et les autrices dans l'exercice d'anticipation que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le problème, c'est que si on ne fait pas ça, en fait, parce que des livres des auteurs qui se posent cette question de la transition, c'est quelque chose qui est évidemment très présent.
Et donc le risque, c'était que si on ne faisait pas cet effort justement pour accentuer l'effort projectif, eh bien tout le monde allait parler de la transition et uniquement de la transition. Donc nous, on a essayé de déplacer un petit peu la focale. Et le résultat, c'est que la question de la transition, elle est sous-traitée. Évidemment, je précise tout de suite que ce n'est pas parce qu'on considérait que la question ne se pose pas, qu'elle n'est pas importante et qu'elle n'est pas pertinente. Évidemment qu'elle l'est, parce qu'il s'agit évidemment d'aller vers tout ça. Mais bon, ce livre ne prétend pas traiter de tous les aspects, de tous les enjeux, et c'est un élément une contribution à un débat beaucoup plus ample. Alors, je précise quand même qu'on ne peut pas évacuer totalement cette question, et il y a un texte qui est consacré aux stratégies transitionnelles, qui est écrit par Laurent Jean-Pierre, et qui aborde, qui évoque cette question. Et bon, en 2 mots, on pourrait dire que la réflexion, en fait, c'est l'idée, c'est un appel en fait au pluralisme stratégique, puisque dans les traditions en fait critiques du capitalisme, il y a différentes stratégies qui se sont souvent opposées, qui se sont affrontées, qui se sont excommuniées mutuellement. Alors on pourrait si on prend la terminologie d'Eric Olin Rice, ce sont les stratégies de rupture, les stratégies révolutionnaires, on va dire, il y a plusieurs variantes bien sûr. Les stratégies symbiotiques, c'est les stratégies réformistes qui cherchent des transformations progressives à l'intérieur des institutions existantes, notamment à travers le rôle de l'État, et les stratégies interstitielles, c'est-à-dire donc des expériences alternatives dans les marges du système ou dans des espaces, dans des brèches qui pourraient s'ouvrir dans le présent et qui essaieraient déjà de faire advenir des modes de vie dépassant les logiques capitalistes dès le présent. Et donc l'idée, c'est que aucune de ces stratégies jusqu'à aujourd'hui n'a fonctionné en étant proposée de manière isolée, et que peut-être la seule manière d'avancer, c'est de proposer un alliage entre ces différentes stratégies, et la discussion, en fait, elle porte après sur quel alliage, quelle modalité, quelle façon de concevoir chacune de ces différentes stratégies et de penser leur articulation possible. Et donc là, je pourrais redire qu'il y a une attention particulière justement à ces mondes émergents, puisque ces expériences alternatives, on pourrait dire que c'est des mondes émergents qui esquissent ou qui préfigurent des mondes post-capitalistes. Alors il faut faire attention à la manière dont on conçoit cette préfiguration. Il y a évidemment des luttes qui s'efforcent de bloquer l'avancée du capitalisme avec des grands projets d'infrastructure, par exemple. Je crois qu'il y en a du côté de la région toulousaine, mais il y en a évidemment un peu partout. Bref, qui cherchent à bloquer en fait la machine économique de différentes manières, et puis qui aboutissent, qui se radicalisent parfois, qui s'amplifient et qui donnent lieu à des soulèvements populaires qui n'ont pas cessé de se dérouler sur la planète, notamment dans la décennie 2010, autour des années 2011-2012, puis en 2018-2019 par exemple. Alors pour l'instant, on est à un moment de gros creux assez déprimant et dépressif, mais voilà, les choses peuvent évidemment repartir. Tout ça dans un contexte où on peut faire état. Alors bon, il y a toutes les discussions qui sont aussi abordées dans l'introduction sur comment comprendre, est-ce qu'il y a une crise du capitalisme, est-ce que c'est la crise finale. Bon, là on peut avoir des doutes, mais là l'élément qu'on pourrait dire, dont on pourrait avancer, c'est que il y a des signes quand même assez nombreux du fait que le capitalisme rencontre des difficultés de reproduction de plus en plus grandes, des difficultés de reproduction croissantes, notamment, alors est-ce que c'est parce qu'il touche à des limites planétaires? Là, il y a tout un ensemble de discussions qu'on peut avoir, mais malgré tout, la question du réchauffement climatique, de l'ampleur des pollutions multiples, je crois que je vais m'arrêter parce que... Voilà, tout ça est un facteur évidemment essentiel dans ce panorama et dans cette conjonction d'éléments qui peuvent nous faire penser à des possibles mouvements de transition vers ces mondes post-capitalistes. Merci beaucoup, Jérôme Bachet. Bonjour et merci pour votre présentation, et j'ai hâte de lire cet ouvrage riche d'autant de contributions. Merci beaucoup parce que c'est absolument nécessaire pour penser. Voilà, on a besoin. Voilà. Alors j'ai une question sur la terminologie post-capitaliste. J'ai une question sur la terminologie
post-capitaliste parce que, par exemple, quand on parle de post-colonialisme, c'est une idée progressiste. Mais si on parle de postmodernisme, par exemple, c'est pas du tout progressiste. C'est la fin des méta-récits, c'est une idée de déconstruction, de fragmentation, etc. Donc, ma question, c'est vous avez choisi ce terme post-capitalisme et en même temps, vous désiriez faire un effort de projection vers des imaginaires désirables. Donc, j'imagine que vous avez dû débattre et discuter d'une terminologie qui soit aussi nouvelle. Et je pense que vous ne nous la proposez pas parce que vous pensez, il y a sans doute l'écueil de l'idéologie dans laquelle l'ouvrage ne voulait pas sombrer. Mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose au post-capitalisme qui puisse se définir dans une terminologie qui soit dotée elle-même d'une positivité? Bon, répondez à celle-ci peut-être. Alors, merci. Évidemment, la question est parfaitement pertinente. On s'est posé la question, je vous rassure, et elle est posée dans l'introduction du livre. Donc, on essaye de répondre évidemment à ces. On est bien conscient de toutes. Vous avez résumé toutes les objections possibles, et elles sont parfaitement pertinentes. Alors, effectivement, on peut reprocher à post-capitalisme de ne se définir que négativement. En fait, c'est juste par rapport au capitalisme existant. Et on dit que c'est après. Alors en plus, le post, effectivement, il peut paraître, effectivement, s'inscrire dans une idée linéaire de l'histoire, avec une succession d'étapes, etc. Je vous rassure tout de suite, c'est évidemment, on critique radicalement cette conception de l'histoire. Simplement, c'est l'après du capitalisme. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, si le post-capitalisme existait aujourd'hui, on serait les premiers à s'en réjouir. Comme il n'existe pas aujourd'hui, si on veut le construire, il faut forcément que ça soit dans un après. Alors, on peut commencer aujourd'hui, et c'est ce que font beaucoup de gens, et c'est essentiel, c'est absolument essentiel, j'insiste là-dessus. Mais ce n'est pas encore un monde débarrassé du capitalisme. Toutes les expériences alternatives dont j'ai déjà évoqué, elles luttent aussi pour se maintenir et elles luttent contre la pression d'un système qui les environne, qui les réprime, qui les harcèle de mille manières. Donc ce n'est pas le post-capitalisme. Et ce n'est pas un au-delà du capitalisme. Donc alors pourquoi on a choisi ce terme c'est parce que si on avait voulu... Alors, on aurait bien aimé choisir un terme positif, mais là, le risque... D'abord, le premier risque, c'est de s'inscrire dans une tradition historique. Alors, parce que historiquement, la traduction de post-capitalisme, par exemple, c'est socialisme ou c'est communisme. Alors, quand on utilise ces termes, j'ai rien contre, mais ça connote tout de suite, et ça fait référence à des expériences historiques dont on a intérêt à mener la critique. Parce qu'évidemment, la première condition, je n'ai pas parlé des conditions auxquelles cet exercice d'anticipation est possible ou peut être crédible. Mais une des conditions, c'est de se démarquer et donc d'abord de mener la critique des expériences historiques qui ont été menées au nom de cette espérance d'une émancipation au-delà du capitalisme. Donc c'est des expériences dites du socialisme réel, qui à mon avis n'avaient pas grand-chose de réellement socialiste et encore moins de communiste, mais qui oblitèrent encore aujourd'hui l'usage du mot communisme, même si on peut considérer que c'est un très beau mot. Donc ça serait un emploi assez délicat, mais c'est un autre choix qui est possible. Mais la raison principale, en fait, c'est que si on donnait un mot, si on donnait un terme, ça serait un terme. Et donc ça nous a semblé en contradiction avec notre objectif principal d'insister sur la multiplicité des mondes post-capitalistes. Et justement, pour faire place à cette multiplicité des mondes post-capitalistes, il faut laisser la place aussi à chaque expérience, à chaque lutte, à chaque collectif, à chaque culture, à chaque peuple, je ne sais pas, toutes ces possibilités de cheminement vers le post-capitalisme qui ont la liberté de donner le mot et le nom qu'elles souhaitent à cette réalité. Donc en fait, notre choix, il est un peu par défaut, et il a ses défauts, j'en suis bien conscient, mais c'est le terme le plus neutre et surtout peut-être le plus ouvert. C'est simplement un terme ouvert à la multiplicité des termes que chacun et chacune pourra choisir. Donc si vous avez votre propre mot que vous souhaitez mettre sur post-capitalisme, je serais ravi de le connaître, d'abord, et puis vous le mettez, et c'est ça ce que permet ce terme.
Bonsoir. Vous avez cité vous avez dit qu'il y avait des contributeurs et contributrices des 5 continents, et pour autant, dans votre démonstration, il me semble que vous n'avez cité que des contributeurs et des théoriciens. Alors c'est certainement très involontaire. Juste pour me préparer, je me demandais si les mondes post-capitalistes demeuraient patriarcaux ou si on pouvait s'attendre à autre chose. Alors, je peux vous rassurer tout de suite. Il est bien évident, et c'est posé dans l'ouverture du livre, je l'ai pas mentionné, mais je me doutais bien que la question serait posée, il ne peut pas y avoir de monde post-capitaliste qui ne soit pas aussi post-patriarcaux. Voilà. Je vous rassure. Alors, je peux vous dire également que... Alors, bon, si, il peut y avoir des mondes post-capitalistes qui ne soient pas post-patriarcaux, et d'ailleurs, il fallait dire, et c'était éventuellement quelque chose qu'on pouvait dire en lien avec la question du techno-féodalisme, un autre inconvénient du terme post-capitalisme, c'est qu'effectivement, comme il n'est pas positif, explicitement positif, il y a effectivement une possibilité que le capitalisme se termine, puisqu'il doit se terminer comme tous les systèmes historiques, mais pour aller vers quelque chose de pire. Ça, c'est aussi une possibilité. Et ce pire, sans doute, resterait assez patriarcal, on peut l'imaginer. Donc, mais évidemment, là je vous rassure aussi, le livre, son objet, c'est de penser des mondes post-capitalistes qui soient plutôt plus désirables que le monde capitaliste et patriarcal actuel. Bon. Donc ça, c'est une autre mise au point par rapport au terme post-capitalisme. Donc il y a un nombre important d'autrices. J'ai toujours parlé des auteurs et des autrices du livre. Il y a un nombre important d'autrices. C'est Silvia Federici qui écrit le texte sur post-patriarcat. C'est un texte qui est quasiment en ouverture du livre. Et évidemment, c'est une dimension absolument fondamentale. La dimension post-coloniale ou décoloniale plutôt est évidemment également fondamentale. Je rassure ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui se préoccuperaient de cette question. C'est un des textes aussi dans le bloc d'ouverture, Défaire la colonialité, qui est dû à Lina Alvarez Villarreal, qui est une chercheuse colombienne. Et d'autres autrices aussi, qui sont, par exemple, l'écoféminisme aussi est représenté par Geneviève Pruvot, qui a écrit le texte sur subsistance. Et puis bon, je ne vais pas vous lire la table des matières, mais ouvrez le livre et vous verrez que les autrices, et y compris les autrices évidemment féministes, sont présentes et bien présentes dans le livre. Oui, bonjour. Je veux bien votre avis sur le fait qu'on a tendance à idéaliser beaucoup les mouvements alternatifs, les collectifs. Et je vois d'expérience que malheureusement, ça reproduit beaucoup le modèle social actuel avec des rapports de pouvoir à une autre échelle. Donc je veux bien votre avis là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, dire qu'on accorde une grande importance, qu'on souhaite même éventuellement participer ou qu'on se sent interpellé par toutes ces expériences alternatives, je ne pense pas que ça implique nécessairement de les idéaliser. La critique de ces expériences, elle est menée par les acteurs et les actrices de ces mouvements eux-mêmes. Je pense, parfois pas suffisamment, c'est ce que vous avez l'air de suggérer, mais je pense que certains quand même le font, alors sur le moment ou plus tard, etc. Alors évidemment qu'on y retrouve des manières de faire qui sont celles du monde dans lequel nous sommes, avec principalement des dimensions, des difficultés dans toutes les luttes. C'est des attitudes égocentrées, c'est donc des manières de faire qui sont trop marquées par l'individualisme, mais ça c'est parce que nous sommes faits comme ça, nous sommes faits d'un héritage de plusieurs siècles d'un mode de subjectivation qui est centré sur l'individu, l'individualisme, qui n'est pas et qui est évidemment très différent de ce qu'on trouve dans d'autres cultures, dans des cultures qui ont gardé, disons, des formes d'anthropologie et de subjectivation radicalement différentes, dans les peuples indigènes, par exemple, même s'il faut évidemment pas idéaliser non plus. Donc qu'il y ait ces travers et ces difficultés, c'est absolument
c'est parfaitement normal, puisque ces expériences, elles tentent quelque chose, elles tentent de défaire la pression des manières d'être et des formes d'organisation qui sont propres au monde capitaliste actuel, mais elles le font avec des gens qui sont eux-mêmes imprégnés de ces manières de faire, et au milieu de difficultés qui sont celles que le monde actuel fait à ces expériences. Donc ces difficultés, c'est effectivement très important de les prendre en compte, mais elles sont parfaitement normales. Simplement, la lutte, c'est effectivement d'essayer de défaire en fait ces tendances le plus possible pour faire croître ces expériences et apprendre de ces difficultés que vous pointez à très juste titre. Sur la question des stratégies et des tactiques, vous parliez hier des apatistes, et je me demandais, par rapport à l'article sur les cosmopolitiques, notamment de Viveros de Castro, est-ce que dans cet article ou dans d'autres articles du livre est développée justement la question de nouvelles stratégies internationalistes, puisqu'on connaît l'histoire des différentes internationales marxistes, il y en a eu des internationales anarchistes aussi, mais aujourd'hui, avec les enjeux décoloniaux de la multiplicité des mondes dont vous avez parlé, il me semble qu'il faut vraiment repenser nos modes d'organisation pour éviter de réinstaurer des logiques autoritaires dans les transitions justement vers les post-capitalismes. Donc est-ce que ces questions des modes d'organisation internationalistes, les rapports entre communes et fédérations par exemple, sont creusés dans des entrées comme cosmopolitique par exemple? Cette entrée n'est pas vraiment tournée vers des enjeux transitionnels, hein. C'est clairement une entrée assez conceptuelle, mais qui cherche des points d'appui pour la pensée, justement, dans les apports des peuples indigènes. Il se réfère notamment à David Kopenawa, qui est un chaman Yanomami amazonien, qui est d'ailleurs un des auteurs aussi dans le livre. Et il se réfère aussi aux zapatistes, et notamment à cette proposition, à cet énoncé zapatiste qui a une grande importance, qui est évoqué d'ailleurs par d'autres auteurs aussi, qui est Luchamos por un mundo en donde quepan muchos mundos, donc un monde dans lequel il y ait place pour de nombreux mondes. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important, parce que c'est la discussion sur universalisme, pluriversalisme, qui est évidemment très présente aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y a vraiment, c'est un apport qui vient d'une lutte indigène, au Mexique en l'occurrence, et qui propose un énoncé qui est extrêmement puissant. Et voilà, quelqu'un comme Eduardo Viveros s'appuie fondamentalement sur cette expression, et sa force, elle tient au fait que il y a cette idée de la multiplicité des mondes, dont j'ai déjà parlé, qui est essentielle pour nous, mais il dit un monde dans lequel il y ait place pour de nombreux mondes, c'est-à-dire qu'il y a aussi, quelque part, il y a cette préoccupation pour ce un monde, et du coup ce un monde commun qui rend possible en fait l'expansivité, le déploiement de cette multiplicité des mondes. Et c'est une dimension qui parfois est peut-être un peu oubliée dans les approches pluriverselles ou décoloniales, où on insiste peut-être exclusivement sur la dimension de la multiplicité, et au prix de faire disparaître en fait cette préoccupation du un monde commun, qui est d'abord la Terre, parce que si l'habitabilité de la Terre est remise en cause radicalement, c'est l'impossibilité de construire cette multiplicité des mondes. Et puis ce monde commun, c'est quand même aussi la possibilité d'échange, d'interaction entre ces multiples mondes qui ne doivent pas être isolés les uns des autres, qui ne doivent pas s'ignorer, mais dont on peut penser qu'il est important qu'ils puissent échanger, contribuer à des échanges matériels, à des échanges de mémoire, à des échanges d'expériences. Et donc cette préoccupation du un monde commun est, dans cette proposition zapatiste, éminemment importante. Et donc on pourrait à ce moment-là parler, plutôt que de plurivers, parler de plunivers, pour essayer d'articuler la double dimension du pluri et de l'uni. Donc c'est toute une réflexion qui peut être développée à ce sujet. Je n'ai pas répondu à tous les aspects de votre question, mais j'espère que c'est déjà quelques éléments de réponse. Eh bien, merci. Je pense qu'on va finir la rencontre maintenant. Il suffit maintenant de ce livre et d'en faire la lecture. Donc voilà, merci beaucoup Jérôme Bachet, on peut l'applaudir.
Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche lors de l'édition 2026 du festival L'Histoire à venir, organisé par l'Université Toulouse Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le site de l'Histoire à venir et sur notre plateforme Mixcloud Radio Toulouse.